C'est l'heure de l'information sur Eden TV. Merci de votre fidélité. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les grandes lignes des informations qui meubleront cette édition. L'association Prisonniers sans frontières a fait don d'un espace de confidentialité détenu avocat à l'ordre des avocats du Bénin. L'inauguration de cet espace a eu lieu ce mardi à la prison civile de Cotonou. Vous en saurez davantage dans un instant. Depuis hier, écoliers et élèves ont repris le chemin des classes. Et quelles sont les relations qui devraient exister entre parents d'élèves et les enseignants? Élément de réponse dans ce journal. Cap-Vert, le président Joaquim Carlos Fonseca, réélu au premier tour de l'élection présidentielle. Nous en parlerons dans le développement de cette édition. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité et de votre confiance à votre télévision. L'association Prisonniers sans frontières, PRSF, appuyée par l'Union européenne, vient de faire don d'un espace de confidentialité détenu avocat à l'ordre des avocats du Bénin. L'inauguration de cet espace d'entretien entre avocats et détenus a eu lieu dans l'après-midi de ce mardi à la prison civile de Cotonou en présence du bâtonnier béninois, des membres de l'ordre des avocats et du régisseur de la prison civile de Cotonou. Suivez ici un extrait des propos du coordonnateur du PRSF et du bâtonnier. Ils sont au micro de Horacia Djodi et de Frégis Sofiossi. Prisonniers sans frontières, dans les textes fondamentaux, a trouvé qu'il urge que pour les détenus, il y ait un lieu de confidentialité pour qu'ils puissent à tout moment échanger avec leur avocat. Et c'est réfléchissant à la chose que nous avons trouvé qu'il y a ce petit espace-là qui est ici, que nous pouvons aménager pour permettre à ce que ce devoir que l'État a vis-à-vis de ces détenus soit revu. Il s'agit enfin d'un souhait, d'un vœu du barreau du Bénin, parce qu'on ne conçoit pas une prison sans un lieu de confidentialité. Et la prison de Cotonou, qui détenait de cet espace, s'est vue arracher cet espace qui est devenu aujourd'hui un dépotoir. L'erreur a été corrigée et aujourd'hui, on procédera à cette inauguration. Il s'agit du respect du droit de l'homme tout simplement. Il s'agit du respect du secret professionnel, le secret professionnel qui caractérise la profession d'avocat. L'avocat qui a besoin d'écouter son client aura désormais un espace où des entretiens peuvent avoir lieu. Ce qui nous a manqué jusque-là. Je voudrais, au nom de tous les avocats, au nom du barreau entier et en mon nom personnel, remercier Prisonniers sans frontières, remercier l'Union européenne qui n'a pas oublié qu'une bonne défense, une bonne justice passe nécessairement par ces conditions de détention, de l'entretien entre l'avocat et son client. Allons à présent à Porto-Novo pour parler de l'ouverture de la 5e session extraordinaire ce lundi au Palais des Gouverneurs, une session convoquée par le gouvernement. On fait le point avec Amen Didier Rumpenoudi et Romaric Devauchy. Cette 5e session extraordinaire est une initiative du gouvernement qui convie les députés pour étudier quelques dossiers qu'ils jugent importants. À l'ouverture de cette session extraordinaire, le président de l'Assemblée nationale a rappelé les points à l'ordre du jour, ceci après vérification du quorum. 1. L'examen de la proposition de loi portant cadre juridique de partenariat public-privé en République du Bénin. L'examen du projet de loi portant organisation de la concurrence. L'examen du projet de loi portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit. Et 4. L'examen du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de Paris du 12 décembre 2015 sur les changements climatiques. Les commissions permanentes concernées par ces dossiers à l'ordre du jour de cette 5e session extraordinaire, interpellées, estiment que les dossiers en question ne sont pas totalement apprêtés. Après discussion, la séance pourra être reprise lundi prochain. Il faut dire qu'une autre discussion a été menée sur la déclaration des patrimoines exigée pour les députés. Là-dessus, Maître Adrien Ngbeji apporte quelques clarifications. C'est un travail individuel. Si un député estime devoir faire sa déclaration de patrimoine,
il fait sa déclaration de patrimoine en se conformant à ce que dit la loi. C'est tout. Et donc, les députés se retrouvent lundi prochain pour poursuivre les points à l'ordre du jour de cette 5e session extraordinaire de l'année 2016. Restons dans la cité des Haïnovi où la rentrée des classes a été effective ce 3 octobre au Bénin. À Porte-Novo, écoliers, élèves des lycées, sans oublier les professeurs, ont repris le chemin des classes. Quel est le constat de notre équipe de rédaction? Le point avec Amen Didier Rumpenoudji. Premier jour de la rentrée des classes, écoliers, élèves et enseignants ont pris le chemin des classes après quelques mois de repos. Fini les balades et randonnées à travers les villes en quête de lieux de distraction. Au lycée Béanzin de Porto-Novo, les enseignants ont fait le déplacement et s'efforcent de prendre contact avec quelques élèves qui ont bien voulu être présents au cours. Des élèves de la classe de 3e, je suis venu prendre contact avec eux et leur prodiguer des conseils pour leur expliquer que la 3e n'est plus comme avant. Pour la prise de contact comme ça, là, on établit ce qu'on appelle contrat pédagogique. C'est-à-dire c'est les lignes directrices qui vont nous aider à respecter ce que chacun veut faire. Le proviseur du lycée Béanzin rassure de l'effectivité de la rentrée. La grande affluence s'est fait remarquer au niveau de nos nouveaux élèves de 6e qui sont venus pour leur inscription. Et quant aux anciens, les listes des différentes classes sont affichées devant les salles. Ils connaissent leur classe. J'ai donné les instructions aux enseignants permanents qui sont avec nous, qui ont déjà reçu leur emploi du temps depuis la semaine dernière, pour qu'ils aillent prendre les enfants en main. Quel que soit le nombre qu'ils trouvent dans la classe, ils n'ont qu'à débuter les cours. Et c'est ce qui est fait. Nous ne devons pas perdre du temps. D'accord? Le temps scolaire doit être respecté. Et tout ce que nous pouvions faire le maximum. Au CEG d'Avier, toujours dans la ville capitale, la situation n'est pas différente. La directrice a tout mis en œuvre avec son administration. Nous pouvons dire que la rentrée s'est effectuée au CEG d'Avier. Lorsqu'il y a élèves et qu'il y a professeur et qu'il y a emploi du temps, je suppose que nous sommes déjà au point de départ. Et aucun cours ne s'effectue dans l'euphorie. Les premières heures de la rentrée, les élèves sont là, ils ont commencé à prendre leur place, ils ont pris leur emploi du temps. Ici, on gère quelques cas de transfert d'élèves tout en veillant au grain. Les faux dossiers sont dans le circuit. Et nous avons tout fait d'extirper ces dossiers-là et d'investiguer même par rapport à leur provenance. Donc, nous avons un filtrage qui se fait quand même au CEG d'Avier. Dans les établissements privés, les cours ont bien démarré avec la présence remarquable des apprenants et professeurs au cours. Le directeur du CSP Porto-Novo précise. La rentrée s'est bien déroulée. Tous les élèves sont en classe actuellement. Nous sommes un établissement confessionnel. Nous avons débuté par une prière et une méditation. Cela a été fait par l'aumônier du collège, le pasteur Ologan. Après quoi, les élèves sont allés en classe. Cela n'a été possible que grâce à la pré-rentrée que nous avons eu à effectuer la semaine dernière. Aux apprenants, nous allons leur dire de prendre le travail au sérieux et que les professeurs sont décidés à les aider à réussir. Environ 9 mois de cours et ceux qui se prennent si bien et si vite arriveront en fin de compte avec un résultat probant. Retour à Cotonou pour parler des difficultés que vivent certaines écoles dès ce début de rentrée des classes. Antoinette Sagbo et Romaric Devouchi se sont rendus dans le 8e arrondissement et plus précisément au complexe scolaire de Gbedjiromede, situé au quartier Mededjiro, pour s'imprégner des conditions dans lesquelles végète le dit complexe et les problèmes auxquels les écoliers sont confrontés. Suivez ici leur constat. À première vue, on se croirait sur un site abandonné. Il s'agit pourtant d'une école primaire publique au premier jour de l'année scolaire, celle de Gbedjiromede dans le 8e arrondissement de Cotonou. Ici, l'insalubrité règne en matière et les salles de classe sont entourées d'une végétation touffue. Ce jeune garçon, ne pouvant accéder aux toilettes de l'établissement, se soulage derrière cette salle de classe. Plus loin, d'autres écoliers répondent à d'autres appels de la nature.
Dans un tel environnement, apprenants et enseignants se trouvent totalement désemparés. Je vais à la toilette ici. Le lieu est sale. On ne balaie pas là. Le premièrement est que je me sens gênée. Et ici, ils font des bêtises. Ils jettent des ordures à côté. Si on leur dit de partir devant, ils refusent. C'est une situation qui date de longtemps. Je suis venu voir ça. Donc nous sommes entourés d'herbes et surtout en saison des pluies, c'est impossible à vivre. Nous sommes avec les reptiles aussi, que le gardien nous aide des fois à tuer. On est embêté dans les classes par les moustiques, les moucherons et autres. Donc c'est dans cette situation-là que nous vivons, mais nous ne pouvons pas faire autrement puisque c'est l'école béninoise. Donc on est obligé, on est maître, on est affecté ici, on est obligé de rester dedans et de travailler avec. Pour la directrice qui vient de prendre fonction dans l'établissement, c'est une véritable mésaventure qui commence. Quand j'ai su que je vais à l'école Gbedro Médé, j'ai cru que le milieu serait vraiment un milieu attrayant et tout là. Mais quand j'ai mis pied ici, j'étais vraiment déçue. Les salles de classe sont bâties dans un bas-fond. On a fait la réunion avec le bureau de l'APE et nous avons sollicité leur aide pour nous aider. Mais jusqu'à présent, vous voyez, vous avez constaté que les herbes sont encore comme ça. Et nous ne pouvons pas demander aux enfants d'aller sarcler. Étant donné que j'ai opté pour l'enseignement, même si je suis déçue, je dois quand même prendre mon courage à deux mains. Les parents d'élèves, tout autant dépités, lancent un appel aux autorités compétentes. Nous pensons à adresser à notre CA du 8e arrondissement. Il n'a qu'à penser à nous, à Gbedro Médé 2. Sinon, ça ne va pas. Nos enfants souffrent trop. Et le chef du quartier aussi n'a qu'à faire quelque chose pour que nos enfants soient à l'aise. Sinon, ça ne va pas. Nous, les parents d'élèves, sommes totalement découragés à envoyer nos enfants ailleurs. Mais décidément, comme nous sommes du quartier, on ne peut que faire autrement. L'école primaire publique de Gbedro Médé est confrontée à d'autres difficultés telles que le manque d'enseignants, la vétusté des bâtiments et les eaux stagnantes qui, au plus fort de la saison des pluies qui commence, ne manqueront pas d'en rajouter au calvaire des usagers. Vivement qu'une solution soit vite trouvée pour le bonheur des enfants de ce quartier, Gbedro Médé 2. Restons collés à l'actualité et plus précisément à l'éducation pour parler des relations qui devraient exister entre parents d'écoliers, d'élèves et les enseignants au cours de l'année scolaire. Quelle est la nature et la portée de la collaboration parents-enseignants? Élément de réponse dans ce reportage de Freddy Loris Davon. C'est effectif. Apprenants et enseignants retrouvent le chemin des classes. Réveil matinal, diverses leçons, exercices, interrogations et évaluations vont désormais meubler le quotidien des écoliers et élèves pour un objectif commun qu'est la réussite. Et pour l'atteindre, les élèves ont non seulement besoin de mieux assimiler les apprentissages, mais aussi et surtout d'un suivi rigoureux tant à l'école qu'à la maison. Quelques parents d'élèves témoignent ici de la portée des relations entre la maison et l'école. La première chose à faire, le contact avec l'école. Il faut déjà voir le maître ou les professeurs qui gardent les enfants. Au primaire, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a juste un enseignant qui garde l'enfant. À tout moment, le maître ou la maîtresse peut appeler la maman ou le père pour lui dire « Attention, votre enfant est en train de faire une bêtise ». Donc, ça permet à l'enfant d'être beaucoup plus canalisé. Au collège, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de professeurs. Je familiarise un peu avec eux, je les appelle souvent, comment est-ce que l'enfant évolue et je négocie même quitte à ce que ce maître ou cet enseignant d'école devienne en même temps le répétiteur de l'enfant à la maison. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps, on va travailler, on revient fatigué, mais je fais quand même un petit effort pour suivre les enfants avant qu'ils n'aillent se coucher. Exemple, comment est-ce que tu as... Est-ce que tu as compris la leçon du jour? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que le maître a dit aujourd'hui? Mais Justin Dongbe-Houndé, sociologue de l'éducation et inspecteur de l'enseignement primaire à la retraite, reste moins convaincu de la relation parent-enseignant. Réglementairement, je dis bien réglementairement, l'école souhaite vivement que les parents soient à son service. Autrement dit, une sorte d'appendice. Puisque c'est l'école finalement qui s'est arrogée le droit de dire, bon, je donne une instruction, une éducation à vos enfants, dont les parents deviennent un peu comme des appendices.
Directeur mi-temps va aller appeler vos parents. Mais ce n'est pas l'école qui va vers les parents. Donc l'école se dispose ou dispose d'un droit, d'une autorité, et finalement c'est les parents qui courent autour de cette école-là. Quelle devrait être alors la relation entre la maison et l'école? Alors ce qu'on recommande souvent dans les règlements, c'est qu'il faut que les parents soient disponibles pour écouter les enseignants, fournir aux enseignants les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour assurer l'instruction des enfants. Et il s'établit entre la famille et l'école ce qu'on appelle un carnet de correspondance. Le succès de l'enfant dépend, dès lors, d'une collaboration entre l'école et la maison et surtout de la franche disponibilité des parents. Dans un autre registre, pour finir avec la page Nation, le Centre international en Afrique de formation des avocats francophones, CIFAF, aura bientôt un siège au Bénin. Nous en parlons encore. La cérémonie de signature de l'accord de siège a eu lieu dans l'après-midi de ce lundi au ministère des Affaires étrangères. Horacia Djordji, Cyril Agbo. La signature d'un accord de siège fait partie des nombreuses mesures prises par le gouvernement du Bénin pour appuyer et soutenir le développement du Centre international en Afrique de formation des avocats francophones CIFAF. Une mesure devenue réalité à compter de ce 3 octobre 2016 et qui va consolider les relations entre ce centre et le Bénin. La signature du présent accord de siège vient consacrer le développement au Bénin par le CIFAF d'un pôle d'expertise inédit. Une telle expertise du CIFAF contribue à l'attractivité économique, au renforcement de l'état de droit et à l'affermissement de la démocratie, gage de la paix au Bénin et en Afrique. Grâce à cet accord, des facilités, des privilèges et des immunités sont consentis au CIFAF par le gouvernement pour la mise en œuvre aisée des objectifs du centre. À travers cette signature d'accord de siège, le gouvernement du Bénin octroie plusieurs catégories d'avantages en termes d'exonération douanière et fiscale, qui s'analyse en réalité comme la contrepartie de l'État béninois à l'action remarquable que mène votre organisation. Mon souhait est que ces privilèges et ces facilités vous aident davantage à accroître le volume de vos prestations et vos réalisations au Bénin, afin que, ce faisant, vous puissiez élargir encore le cercle des bénéficiaires de vos prestations. Et ces actions, pour être plus bénéfiques, doivent notamment contribuer à la réduction du ratio avocat-population dans nos pays. Le Bénin reçoit chaque année, depuis 2000, pour le compte du CIFAF, environ 60 avocats de 16 pays francophones pour un mois de formation initiale et continue. Hors du Bénin, le Premier ministre gabonais Emmanuel Ngondé a annoncé dimanche soir la formation d'un gouvernement où quelques rares personnalités de l'opposition font leur entrée malgré les annonces répétées de large ouverture voulue par Ali Bongo Ondimba, réélu après une présidentielle contestée. Un gouvernement constitué de 40 ministres, dont 30% de femmes. Suivez ici un extrait de la déclaration du Premier ministre. Cette équipe comprend naturellement des personnalités appartenant à la majorité, mais aussi des membres de l'opposition, ainsi que des acteurs de la société civile. L'équipe compte un peu plus de 30% de femmes et elle a été renouvelée de moitié par rapport à l'équipe précédente. Au Cap-Vert, le président sortant Joaquim Carlos Fonseca a été réélu comme prévu ce dimanche au premier tour avec plus de 70% des voix à l'issue d'un scrutin marqué par une abstention de plus de 80% selon des chiffres officiels partiels. Joaquim Carlos Fonseca est réélu président du Cap-Vert. Selon les résultats officiels partiels qui proviennent de 1000 bureaux de vote, sur les 1265 que compte le pays, le président sortant remporte 113% des suffrages. Ses challengers Albertino Garza et Joaquim Monteiro totalisent respectivement 23% et plus de 3% des voix. Le taux d'abstention était de 60% malgré les appels au vote par crainte d'une lassitude des électeurs conviés aux urnes pour la troisième fois cette année. Le Cap-Vert, ancienne colonie portugaise considérée comme un modèle de démocratie en Afrique, est réputé pour sa bonne gouvernance et sa stabilité politique. Nous sommes impressionnés par d'abord le calme qui a toujours régné,
Donc, avant les élections, pendant les élections, et nous allons continuer comme ça pour voir après les élections. En 2011, Joaquim Fonseca avait été au second tour des élections avec plus de 54% des voix contre Manuel Inocencio Souza du Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert. Le président sortant remporte cette année pour un mandat de 5 ans en l'absence de la participation du PAICV qui n'a pas également donné de consigne de vote à ses militants. Esta é uma eleição histórica do ponto de vista dos resultados. Ceci est une victoire historique du point de vue des résultats. La victoire que nous avons réalisée en gagnant dans toutes les îles et dans les circonscriptions électorales de la diaspora est la plus importante de la démocratie capverdienne. É a mais expressiva de sempre na democracia cabo-verdiana. Era uma vitória esperada. Eu sempre disse que tinha a convicção. Ce fut une victoire attendue. J'ai toujours eu la conviction de pouvoir gagner cette élection clairement, mais je sais qu'en démocratie, il n'y a pas de victoire en avance. C'est pourquoi j'ai appelé au vote. Não há vitórias antecipadas e por isso apelei ao voto. Le scrutin a été supervisé par environ 30 observateurs de l'Union africaine et une vingtaine de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous l'auriez compris, le taux d'abstention à l'élection présidentielle au Cap-Vert était de 60% au lieu de 80%, comme je l'avais dit précédemment dans le lancement. Le prix Nobel de médecine a récompensé lundi le japonais Yoshinori Osumi pour ses découvertes sur l'usine de recyclage de nos cellules qui, en cas de dysfonctionnement, peut déclencher la maladie de Parkinson ou le diabète. Reportage. Le voici, Yoshinori Ozumi, le prix Nobel de médecine 2016. L'Assemblée Nobel de médecine lui a décerné cette récompense suprême ce lundi, ouvrant ainsi la saison 2016 des prix Nobel. Un sacre que le Japonais apprécie à sa juste valeur. Je considère que recevoir ce prix est un honneur sans égal. Biologiste et professeur honoraire à l'Université de technologie de Tokyo, Ozumi doit son prix Nobel de médecine à ses travaux sur l'usine de recyclage de nos cellules dont le dysfonctionnement peut déclencher la maladie de Parkinson ou le diabète. Un couronnement pour quelqu'un qui se défend d'avoir placé le Nobel de médecine au cœur de ses préoccupations. Je me souviens que le prix Nobel était pour moi un rêve d'enfant, mais il n'a jamais été au centre de mes préoccupations dès lors que je me suis lancé dans mes recherches. Les recherches du professeur Ozumi sur l'autophagie ont également donné des éléments de compréhension au sujet du renouvellement des cellules et le vieillissement, entre autres. Le prix Nobel de médecine 2016 succède au co-lauréat du même prix de 2015, à savoir l'Irlando-américain William Campbell, le japonais Satoshi Omura et la chinoise Tu Youyou, choisis pour leur découverte de traitements contre les infections parasitaires et le paludisme. Lauréat du prix Nobel 2016 de médecine, Yoshinori Ozumi recevra aussi une somme de 8 millions de couronnes suédoises, soit 548 millions de francs CFA environ. Un mariage dans le nord-est de la Syrie s'est transformé lundi soir en noces de sang avec 22 civils tués lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser durant la cérémonie, d'après une source médicale et une ONG. Un kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur d'une salle dans le village de Talawil, au nord du Hassaké, où se déroulait le mariage d'un combattant des forces démocratiques syriennes, FDS, tuant au moins 22 civils et faisant de nombreux blessés. Un témoin blessé à la jambe a raconté qu'il se tenait debout au fond de la salle quand une immense explosion a retenti. J'ai entendu des gens hurler et j'ai vu des mares de sang, a-t-il poursuivi. Les combattants kurdes sont à la pointe du combat contre l'État islamique et ont remporté plusieurs victoires dans le nord et l'est du pays, mais les djihadistes sont repliqués par une série d'attaques suicides. Et c'est justement ce groupe qui a revendiqué l'attaque. L'État islamique a affirmé dans un communiqué tard en soirée qu'un de ses membres a tiré sur un grand rassemblement de combattants kurdes à la périphérie de la ville d'Assaké avant de faire détourner sa veste explosive. Cette revendication, qui ne fait pas référence à un mariage, évoque un bilan de plus de 40 morts. Déclenchée en 2011, la révolte en Syrie contre le régime de Bachar al-Assad s'est transformée en guerre dévastatrice dans laquelle sont maintenant impliqués plusieurs acteurs locaux, régionaux et internationaux, dont des groupes djihadistes redoutés comme État islamique. En 5 ans, le conflit a fait plus de 300 000 morts et des millions de déplacés.
C'est donc ici que se referme ce journal réalisé par Moïse Pativo. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. Ne ratez surtout pas votre émission Matin d'Eden demain 7h. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.